On reste au contact de ce monde immobilier et on tourne une page d'histoire comme régulièrement avec Nicolas Pécourt. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour le Crédit Foncier dont vous dirigez la communication et régulièrement vous venez nous dresser le portrait de grands noms qui ont fait l'histoire de l'immobilier, de ce monde un petit peu particulier. On a parlé du baron Haussmann, des frères Pereire ou encore du Corbusier. Ce matin, on a une personnalité dont le nom est peut-être un petit peu moins familier à tout le monde. Il s'agit de Jean Dollfus. Alors Jean Dollfus, son nom est certes moins familier, peut-être un petit peu moins pour vos auditeurs de l'Est de la France. Mais Jean Dollfus a vraiment marqué l'histoire de l'immobilier parce qu'il va être, on va le voir, le créateur des premières cités ouvrières. Jean Dollfus est né le 25 septembre 1800 à Mulhouse, c'est donc un Alsacien. En 1826, il reprend la direction d'entreprise familiale Dollfus, Mig et compagnie, plus connue sous la marque DMC. Donc on est dans le textile, donc il va créer cette cité ouvrière. C'est également un homme politique. Jean Dollfus aura été maire de Mulhouse de 1863 à 1869 et puis après la défaite de Sedan, il va s'illustrer dans une opposition farouche à l'annexion prussienne de l'Alsace. Il va même être envoyé par ses concitoyens comme député protestataire de 1877 à 1887 au Reichstag et puis en 1887 il décédera toujours à Mulhouse. Pourquoi est-ce qu'à partir de 1850 il y a cet intérêt pour le logement ouvrier ? Plusieurs facteurs expliquent cet intérêt pour le mouvement ouvrier. Donc on est au milieu du 19e siècle, on en a largement parlé, notamment quand on parlait des frères Pereire. Donc c'est une époque de pleine expansion industrielle, c'est le développement des chemins de fer, c'est le développement de l'acierie, des mines, donc des nouveaux centres industriels qui se créent. En même temps, on a une démographie de la population qui est assez importante, et donc on a un exode rural massif, et donc qui conduit un grand nombre de Français à devenir ouvriers dans ces nouvelles cités ouvrières. Et puis en même temps, c'est le deuxième facteur. On a un habitat qui est insuffisant pour accueillir l'ensemble de ces ouvriers. C'est un habitat qui est insalubre, qui est sale, qui manque de lumière, d'eau, d'espace. Et donc, on a également un problème de santé publique. On en parlait pour le baron Haussmann en 1832, épidémie de choléra à Paris qui fait près de 20 000 morts. Marseille sera également affecté à l'été 1835. Et donc, on a une prise de conscience de ce qu'on appellerait aujourd'hui les élites, les industriels, les politiques, les intellectuels. Et tout ça concourt à ce que, dès avril 1850, à l'initiative de Armand de Melun, c'est un député, il y a une première loi de salubrité publique en France, et puis surtout c'est la création de ces cités ouvrières. Alors certes, il y avait eu quelques expérimentations ou exemples auparavant. Je pense en particulier aux manufactures royales de Colbert à la fin du XVIIe siècle. On peut citer également la saline royale de Arc-et-Senans, mais c'est vraiment une nouvelle façon de développer le parc de logements, et donc cet exemple aussi s'appuie également sur quelques exemples étrangers en Belgique ou au Royaume-Uni par exemple. Qu'est-ce qu'on va du coup mettre en place ? Qu'est-ce que Jean Dollfus va vouloir développer ? Alors Jean Dollfus donc prend la direction de DMC en 1826 et puis très rapidement c'est un patron qui va s'intéresser au bien-être de ses salariés et aux conditions de logement des ouvriers. C'est le premier, ouais. C'est un des premiers en tout cas. On a donné quelques exemples d'annexes. D'autres exemples également. En tout cas, ce qu'il va faire est assez remarquable. En 1853 exactement, il crée une société qui s'appelle la SOMCO. Alors la SOMCO, c'est l'acronyme pour Société mulhousienne des cités ouvrières. Alors il n'est pas le seul à la créer, il va s'associer à 11 autres industriels. Napoléon III, lui aussi, va faire une dotation. Et la SOMCO va créer donc un parc de logements, de maisons individuelles. C'est un petit peu le début de l'accession sociale à la propriété dont on parle souvent également sur cette antenne. Et les ouvriers donc de DMC vont pouvoir acheter moyennant un faible apport, moyennant ensuite un système de location-vente. D'ailleurs, avec derrière un établissement financier qui à l'époque s'appelle toujours le Crédit Foncier de France. Et donc les ouvriers vont pouvoir bénéficier de logements. 10 ans après, on est déjà à plus de 500 logements. À la fin du 19e siècle, c'est près de 1300 logements qui accueillent 10 000 habitants. Et puis, Dollfus va pas s'arrêter là parce que il va mettre à disposition de ses salariés un certain nombre de services. Et donc, les habitants de cette cité ouvrière vont pouvoir avoir accès à l'alimentation, à des vêtements, à des combustibles à prix coûtant. C'est même une sorte de précurseur à la sécurité sociale puisqu'il mettra à disposition 2 médecins salariés de la SOMCO pour les habitants de cette cité ouvrière. Voilà donc l'exemple de Dollfus. C'est pas unique, il y a d'autres exemples du même type ?
Alors il y a d'autres exemples, on va pas tous les reprendre, ce serait un peu long, mais prenons le cas par exemple de Paris. Alors il y a une cité ouvrière au 58 rue de Rochechouart qui est qualifiée qui s'appelle la cité Napoléon, puisqu'à l'époque c'était Louis-Napoléon Bonaparte qui n'était pas encore empereur, on est en 1849, qui en est à l'initiative et qui va se construire pour accueillir dès 1853 des ouvriers d'une usine à gaz qui se situait à proximité. Un autre exemple, c'est l'avenue Daumesnil. Donc là on est au moment de l'exposition universelle de 1867. Et là aussi, donc, Paris va construire une cité ouvrière. Alors, d'autres exemples en dehors de Paris. Un exemple, par exemple, pour tous ceux qui sont gourmands et qui aiment le chocolat, c'est par exemple les meuniers. Alors, les meuniers, c'est les créateurs des tablettes de chocolat. Ouais, le chocolat Meunier. 1933 ou 34. Et la famille Meunier, donc on est à Noisiel, c'est à un peu plus de 20 km de Paris, va décider en 1874 donc de construire pour ces 1700 ouvriers et salariés une cité ouvrière. On peut citer encore l'exemple de Gaudin avec le fameux familistère de Guise. Donc là, c'est la fabrication de poêles. Et puis, peut-être dernier exemple, c'est la famille Schneider au Creusot. Donc là aussi, c'est un exemple emblématique avec les fameuses forges du Creusot et une population qui va tout simplement être multipliée par 10 entre les années 1830 et 1880 et donc qui va nécessiter la construction de cités ouvrières. Enfin, c'est quand même extrêmement intéressant. Je fais une petite aparté de voir qu'effectivement, c'est pas nouveau que les entreprises cherchent à loger leurs salariés. Non, mais je vois qu'on parle par exemple de la Silicon Valley qui, faute de logements suffisants, beaucoup de boîtes de la tech américaine qui commencent à créer leur propre campus pour héberger les salariés qui restent à côté, qui payent finalement pas trop cher leur loyer du côté de la Silicon Valley. C'est extrêmement intéressant de voir que finalement ils ont rien inventé du tout et que ça a toujours été un enjeu prioritaire pour les entreprises. Mais justement, 1850 et quelques, 2018, entre les deux, il s'est passé quoi? Il y a eu un enthousiasme démesuré sur ces projets? Alors, il y a eu un développement assez important. Alors, si je reprends le parallèle, on en parlait pour les frères Pereire. À l'époque, les chemins de fer en 1850 étaient peut-être assimilé à ce qu'on a connu par exemple à l'Internet des années 2000 et effectivement on voit bien des sociétés qui sont soucieuses du bien-être de leurs collaborateurs et donc qui vont mettre à leur disposition des logements. Alors pour répondre directement à Cédric, entre-temps il y a par exemple en 1894 la fameuse loi de Siegfried sur les HBM, habitations bon marché, donc c'est les précurseurs des HLM et Jules Siegfried qui à l'époque est le député maire du Havre dont on pourra parler prochainement est très inspiré justement par l'expérience de Jean Dollfus. On peut citer tout au long du 19e, 20e siècle les exemples des charbonnages, l'exemple également des chemins de fer qui quelque part aujourd'hui façonne le paysage français, notamment dans l'Est ou dans le nord de la France ou dans les cités minières. Songez par exemple les charbonnages de France, il y a encore 20 ans, détenaient près de 70 000 maisons réparties dans 130 communes. Donc on voit que ça a joué un rôle extrêmement important. Et puis il y a également d'autres initiatives qui sont nées pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, à l'initiative de l'industrie textile de Roubaix, c'est la création du 1% logement qui va être développé et institutionnalisé en 1953. Bon, on a l'impression que tout le monde était unanime et pourtant il y en a quelques-uns qui ont croisé un peu le fer avec toutes ces initiatives. Et puis, il y a pu avoir quelques critiques, hein, même si encore une fois, ce qui a été fait est assez formidable pour le bien-être des salariés ouvriers qui en profitaient. Il y a eu en fait deux types de critiques. La première critique à l'époque, d'ailleurs critique contemporaine comme ultérieure, ça a été de critiquer une forme de paternalisme social et de dire que finalement ces initiatives étaient bonnes, mais qu'elles étaient insuffisantes pour répondre au nombre d'ouvriers qui certes étaient importants. Voire certains estimaient que c'était très intéressé de la part des patrons. Ben, en tout cas, ces patrons, en créant ces cités ouvrières, ont mis à disposition des logements pour leurs ouvriers dans des conditions, encore une fois, d'hygiène et de confort qui n'existaient pas à l'époque et je pense qu'il faut vraiment le souligner. Le deuxième type de critique, c'est sur, en fait, alors ça c'est marrant parce que c'est un débat qui perdure, c'est sur le choix de la maison individuelle. Le choix qui a été fait à l'époque, à l'exception du familistère de Guise, donc c'est Gaudin, je le citais tout à l'heure, c'était avant tout la promotion de maisons individuelles. Et donc toutes ces cités ouvrières ont été construites autour de maisons individuelles qui étaient considérées comme un habitat qui était le meilleur possible pour une famille.
FMI. Et donc, dès cette seconde moitié du 19e siècle, comme par la suite, il y a eu des débats entre est-ce que le logement individuel versus le logement collectif est-il plus vertueux ou pas. En tout cas, c'est une question qui perdure. Bon, aujourd'hui, on arrive à en tirer encore des leçons, on imagine, de cette aventure, de cette initiative symbolisée par Jean Dollfus. Peut-être plusieurs leçons. Alors, je l'évoquais tout à l'heure. Cette initiative, va donner lieu ensuite au système que l'on connaît aussi aujourd'hui du logement social. Elle va donner lieu au 1% Action Logement. Donc, on voit que ce dispositif perdure. Le deuxième élément que je retiendrai, qui est un élément qui est parfois passé sous silence, mais cette période aussi, c'est une période de prise de conscience en matière de salubrité publique. Et on voit qu'on a beaucoup d'initiatives à la fois réglementaires et surtout à l'initiative de ces patrons philanthropes de façon à offrir un logement qui offre un certain nombre de niveaux de confort et qui fait qu'aujourd'hui, probablement, la France est aujourd'hui un des pays qui est assez soucieux de ces sujets d'hygiène, de confort et qui fait qu'en Europe, lorsque vous regardez les statistiques d'Eurostat, la France est souvent classée parmi les meilleurs pays en termes de confort et de conditions d'hygiène pour ses concitoyens. Merci beaucoup pour l'évocation de Jean Dollfus ce matin. Merci Nicolas Pécourt donc pour le Crédit Foncier. Merci Marie. On se retrouve demain. De rien, à demain. Pour le club IMO bien évidemment.